Des papiers s'envolent dans toutes les directions, alors que les employés de bureau fuient pour sauver leur vie. L'assistante, toute nouvelle à son poste, n'arrive pas à trouver où se trouve la sortie de secours. Elle essaie toutes les portes, mais elles sont soit verrouillées, soit ne mènent nulle part. L'immense labyrinthe de bureaux, étrange par sa complexité, s'étend le long de couloirs interminables et d'anciens répertoires. Au bout du couloir, juste devant elle, se trouve une porte avec une barre anti-panique. Ce sera sûrement une issue de secours, un moyen pour elle d'échapper au monstre. Elle jette tout son poids contre la barre et bascule à travers la porte, atterrissant dans un placard à balai. Aucune issue, sauf revenir en arrière. Allongée là, étalée parmi les balais et les produits de nettoyage, l'assistante se retourne et regarde à nouveau dans le couloir. D'une manière ou d'une autre, elle tient toujours le latte glacé Starbucks dans sa main. Une langue fourchue apparaît au détour du couloir, suivie d'un nez aplati, de longues dents acérées comme des rasoirs et d'une paire d'yeux vides de reptiles. L'énorme anaconda se faufile sur les tapis, léchant l'air, goûtant le parfum de l'assistante. Elle est impuissante, allongée là, recroquevillée dans le petit placard à balai, tandis que l'énorme serpent rampe vers elle. Il se dresse aussi haut qu'un humain et découvre ses crocs. L'assistante ferme les yeux et se prépare à la morsure inévitable. Le couteau et la fourchette tombent sur la table avec un fracas assez fort pour faire se retourner tous les autres clients. Un homme corpulent à la barbe touffue renverse de la soupe à la tomate sur sa poitrine, tandis qu'une critique gastronomique snob s'étouffe avec les fruits de mer qu'elle essayait justement d'avaler. Une femme tremblant de rage hurle dans son téléphone. La prochaine fois, vous préparerez correctement ma commande. C'est un latte au lait d'avoine et caramel avec 8 glaçons. Non, je me fiche qu'il y en ait un qui est fondu. Ce n'est pas suffisant. Dans sa tirade venimeuse, elle menace l'emploi, la vie et même la famille de la personne à qui elle parle. La femme claque son téléphone sur la table assez fort pour faire sursauter tout le monde dans le restaurant une nouvelle fois. Cette fois, un des serveurs renverse tout un plateau de boissons sur une table de clients. Le vacarme est assez fort pour que la fureur de la femme se tourne dans leur direction. « Excusez-moi, j'essaie de travailler ici. Pourriez-vous ne pas être aussi impoli ?» En pénétrant d'un pas vif dans le siège de Louis Vuitton, la femme marche si rapidement que le nouvel assistant qui la suit a du mal à la rattraper. L'assistante personnelle est encore en train de signer son contrat de travail tout en avançant, faisant de son mieux pour gérer plusieurs tâches à la fois, tout en énumérant l'emploi du temps de sa patronne. Réunion de design de 13h à 13h30. Séance de yoga avec un coach sportif de 13h30 à 13h45. Puis réunion urgente pour prendre les devants face au dernier scandale de maltraitance animale. La femme a du mal à suivre de quel problème ses collègues se plaignent cette fois-ci. Cela pourrait être les tests sur les animaux pour la ligne de parfum, le tapis en peau de serpent qu'ils viennent de devoir retirer ou l'écharpe en peau d'ours polaire qu'ils viennent d'annoncer pour la collection d'hiver. Elle sent déjà le mal de tête arriver. Le nouveau assistant personnel lui tend un café glacé alors qu'ils entrent dans l'ascenseur. Elle en prend une gorgée et décide qu'elle n'en veut même pas, le jetant à la poubelle dès qu'ils atteignent son étage. Elle est sur le point de se lancer dans une tirade contre les militants pour les animaux et leur hypersensibilité quand l'odeur la frappe. En ouvrant la porte de son bureau, elle est frappée en plein visage par la puanteur du poisson pourri. Allongée sur le sol de son bureau, un thon de 270 kilos fixe le plafond d'un regard vide. La femme est tellement choquée que pour une fois, elle cesse de crier et reste simplement bouche bée de surprise. En 35 ans à New York, jamais personne n'a osé lui dire non, encore moins lui jouer un tour pareil. Elle se tourne vers son assistante personnelle et lui demande son nom. C'est Mélanie. La pauvre fille est terrifiée. Elle demande à Mélanie pourquoi il y a un poisson dans son bureau. Et avant même que la jeune fille puisse répondre, la chef d'entreprise sans cœur la licencie sur le champ. Elle n'avait même pas encore signé son contrat. Une fois que Mélanie, l'assistante, quitte la pièce, la femme se retrouve seule avec le thon géant, sa colère bouillonnant en elle. En regardant le cadavre de l'animal, elle aperçoit un amas froissé de silicone couleur crème en dessous, ainsi que quelques vêtements mouillés. À l'aide du bout de son porte-cigarette, elle tire sur le silicone froissé pour tenter de l'extraire de sous le poisson. Étrange, on dirait presque l'un de ces masques humains qu'on achète dans un magasin d'Halloween, sauf que c'est une combinaison complète. En fait, cela ressemble étonnamment à sa responsable de l'innovation et du design produit. Posé sur le sol à côté, il y a quelque chose de petit et d'innocent en apparence. C'est une partie d'une fermeture éclair, apparemment cassée. Le métal noir est légèrement déformé et usé sur les bords. Cela a l'air bon marché et usé, pas le genre de matériau qu'on s'attendrait à voir dans un rayon de 8 km autour de ce bureau. Elle ramasse la fermeture éclair et la fait rouler entre ses doigts. Son mal de tête est revenu, elle a besoin d'un café.
En appuyant sur le bouton de l'interphone, elle exige que sa nouvelle assistante aille immédiatement en chercher un, oubliant qu'elle vient tout juste de la renvoyer quelques instants plus tôt. En se dirigeant vers la fenêtre de son bureau au dernier étage, elle regarde en bas la foule de manifestants pour les droits des animaux, des étages et des étages plus bas, tout en faisant rouler la fermeture éclair entre ses doigts. Son pouce la démange légèrement. En regardant avec frustration la languette en métal, la femme voit que la fermeture éclair s'est d'une manière ou d'une autre incrustée dans sa peau. Déconcertée, elle se penche de plus près pour mieux voir, louchant légèrement. Elle n'aurait pas pu serrer aussi fort, n'est-ce pas? Avec hésitation, la femme essaie de tirer la fermeture éclair, mais cela ne fait que tirer sur sa peau sans bouger du tout. Un léger sentiment de panique commence à monter dans sa poitrine. Elle tire à nouveau dessus, faisant de son mieux pour le déloger de sa chair, mais il ne bouge pas. Puis, une deuxième idée lui vient à l'esprit. Et si elle... La femme fait glisser la fermeture éclair le long de son pouce. Elle glisse sans effort, exactement comme celle qu'on utilise pour ouvrir un imperméable. Sauf qu'au fur et à mesure que la fermeture éclair avance le long de son pouce, la peau semble se séparer et s'ouvrir, laissant un espace sombre et vide à l'intérieur. Les couches de sa peau se replient comme si elles étaient faites de caoutchouc et un jet de vapeur s'échappe en sifflant de l'ouverture dans son pouce. La fermeture éclair atteint la paume de sa main et son pouce pend là, mollement, vide, comme s'il n'y avait jamais rien eu à l'intérieur. Ses yeux s'écarquillent d'étonnement. Elle continue de faire glisser la fermeture éclair sur sa paume, remonte le long de son poignet, puis vers son coude. Au fur et à mesure, cette légère bouffée de vapeur continue de s'échapper de l'ouverture, révélant une rangée de dents métalliques. Elle ne peut pas s'arrêter. La fermeture éclair glisse le long de son biceps et remonte vers son épaule. Dans un dernier geste, elle la fait passer directement sur sa clavicule et s'effondre au sol, sans vie. Le tas de peau vide repose, froissé, sur le sol de son bureau. Pendant plusieurs secondes, rien ne bouge. Puis, le milieu de la peau se déplace légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur avait bougé. La même chose se produit encore et encore, juste au moment où la nouvelle assistante de la femme arrive avec un bon café qu'elle tient fièrement dans ses mains. Pourquoi fait-il si sombre ici? Qu'est-il arrivé aux lumières? Elle a dû faire une crise. Elle ne se souvient pas d'être tombée, mais la voilà par terre, dans l'obscurité totale. La seule chose dont elle se souvenait, c'était d'avoir eu une hallucination à propos de cette fermeture éclair. La femme se déplace maladroitement dans tous les sens, essayant de s'orienter. Elle tente de tendre un bras pour se relever, mais n'y parvient pas. Elle essaie avec son autre bras. Encore une fois, rien. Aucun mouvement du tout. En y réfléchissant, elle ne sent même pas son bras. Peut-être une jambe? Pas de chance non plus. Elle a dû se cogner la tête assez violemment contre le sol en atterrissant. Peut-être qu'elle a une commotion cérébrale. La femme fait de son mieux pour s'asseoir bien droite et découvre que c'est en fait très facile. Son dos s'arque et se courbe sans effort, se tordant selon l'angle qu'elle souhaite. Tout ce yoga a dû porter ses fruits. Tout à coup, elle prend vaguement conscience d'une lumière devant elle. Quel est le vieux cliché qu'on entend toujours dans les films? N'y va pas. Et puis merde. La lumière devant elle est la seule chose qu'elle puisse voir en ce moment. Sans y réfléchir, la femme tend le cou en avant et constate qu'il bouge facilement et étonnamment loin. Elle doit être commotionnée. Elle a l'impression de presque glisser dans n'importe quelle direction qu'elle souhaite. Elle bouge simplement la tête et elle sent tout son corps dériver dans cette direction sans effort. Ce point lumineux qu'elle regardait, ce n'est pas une histoire mystique de lumière au bout du tunnel, c'est une ouverture dans la matière qui la recouvrait. La femme passe la tête dehors et prend une bouffée d'air frais, faisant de son mieux pour se débarrasser du reste du paquet de ce dans quoi elle avait été enterrée. Était-ce du silicone? Elle tourne la tête pour regarder derrière elle et sursaute en voyant la chose. Elle était à l'intérieur d'un de ses costumes en silicone, comme celui sous le ton qui se trouvait dans son bureau, sauf que celui-ci était différent. Elle avait vu ce visage des millions de fois sur des couvertures de magazines, placardé sur des panneaux publicitaires, sur la caméra frontale de son téléphone et dans le miroir chez elle. Elle regarde sa propre enveloppe froissée. Un cri emplit sa tête, et elle jette soudainement un regard autour d'elle pour voir une assistante personnelle debout dans l'embrasure de la porte, un bon latte tremblant dans sa main. Oui, enfin une bonne nouvelle. La femme ouvre la bouche pour parler à l'assistante, mais aucun mot ne sort. Elle fait de son mieux pour presser ses poumons et articuler ses cordes vocales, mais tout ce qu'elle parvient à produire, c'est un léger sifflement. C'est alors qu'elle aperçoit son reflet dans le miroir accroché au mur et voit les yeux reptiliens morts et les énormes crocs recourbés d'un anaconda qui la regarde dans le miroir. La panique s'empare du bureau de Louis Vuitton alors que l'anaconda se faufile dans les couloirs, passe devant la réception et traverse la salle de pause, s'approchant de toute personne qu'il croise pour demander de l'aide. Le serpent fait de son mieux pour paraître très calme et innocent, assurant aux gens qu'il ne leur représente aucune menace.
Cependant, c'est une chose très difficile à faire, car chaque fois qu'il ouvre la bouche, tout le monde ne voit qu'une rangée de dents énormes, pointées droit sur eux. En quelques minutes, tout le monde semble avoir évacué, laissant le serpent seul, se faufilant dans les couloirs, essayant de ne pas paniquer. C'est alors qu'elle aperçoit son assistant personnel allongé, impuissant, dans le placard de service. Un soulagement l'envahit, en voyant que la jeune fille n'a nulle part où s'enfuir. Ce devrait donc être facile de lui parler. Le serpent se précipite et se dresse de toute sa hauteur, regardant la jeune fille de haut. Elle ouvre la bouche, se penche tout près et prend le latte glacé des mains de la jeune fille. Déposant doucement le gobelet sur le tapis, le serpent aspire un peu de café à travers la paille. C'est absolument infect, un choc affreux pour les récepteurs gustatifs hypersensibles de sa langue. Elle essaie de le recracher, mais découvre que les serpents ont une anatomie buccale très différente de la sienne, et que ce mouvement n'est pas si facile. De plus, elle se rend compte que si elle veut avoir une chance de convaincre cette fille de qui elle est vraiment, boire dans ce gobelet Starbucks est probablement sa meilleure option. S'enroulant sur elle-même pour paraître aussi petite que possible, le serpent sirote le café et regarde l'assistante d'une manière qu'elle espère rassurante. Très lentement, elle voit la compréhension poindre sur le visage de la jeune fille alors qu'elle réalise ce qui s'est passé. Plongeant la main dans son sac à main, l'assistante, les mains tremblantes, sort un carnet et un stylo et les tend au serpent. C'est un progrès lent et cela demande beaucoup de travail. Mais finalement, le serpent parvient à contrôler suffisamment les fonctions motrices de sa queue pour saisir le stylo et griffonner quelques mots, juste avant que l'équipe de lutte antiparasitaire n'arrive et ne la sédate. Pendant 3 semaines, l'anaconda est enfermée au centre de contrôle animalier à New York. Le centre n'était pas équipé pour gérer des serpents géants, alors ils ont fini par la mettre dans le plus grand enclos pour chiens qu'ils avaient, qui ne lui convient que si elle s'enroule de la bonne manière. 3 fois par jour, l'un des soigneurs lui jette des morceaux de viande crue. Elle avait toujours été une adepte du steak saignant. Elle était loin de se douter à quel point un morceau de viande crue pouvait être savoureux. En dehors des repas, elle est malheureuse. Elle fait tout ce qu'elle peut pour communiquer aux employés qu'elle est vraiment une femme douée de conscience. Non seulement une femme douée de conscience, mais aussi la directrice de l'une des plus grandes marques de haute couture au monde. Elle découvre rapidement qu'elle parle à un mur. Ou plutôt, qu'elle siffle contre un mur. Plus elle y pense, plus sa situation lui rappelle certaines des photos qui étaient passées sur son bureau au cours des derniers mois lors de diverses réunions de planification. Des photos prises par des journalistes infiltrés qui avaient visité l'usine de son entreprise en Extrême-Orient et découvert cage après cage d'animaux vivants enfermés, soit pour être tués pour leur peau, soit pour être aspergés de produits chimiques afin de voir s'ils développent une éruption cutanée. C'est allongée là, sur le sol, qu'elle découvrit que les serpents n'ont pas de canaux lacrymaux. Elle aurait aimé qu'ils en aient. Peut-être qu'ainsi elle aurait pu laisser sortir un peu de ses émotions. La Fondation a réagi rapidement dès que l'article est paru. Des agents sont entrés et sortis du bureau en l'espace de quelques heures. La fermeture éclair a été placée dans un sac scellé et transportée directement au site 64, où elle est depuis conservée dans un casier standard. Une série de séances de tests a été mise en place pour déterminer précisément le fonctionnement du SCP-3660. Dès que la fermeture éclair est pressée contre la peau d'un être humain, elle s'y incruste. Les sujets de test ne rapportent aucune sensation de douleur ou d'inconfort, seulement de la confusion. C'est ainsi que la fermeture éclair a pu s'enfoncer aussi profondément. Seuls quelques sujets ont signalé une légère sensation de démangeaison et l'envie de tirer sur la languette pour soulager cette sensation. Elle se trouve juste sous la peau, de la même manière qu'elle le ferait sur une veste ou un sweat à capuche. Si elle n'est pas touchée dans les 10 minutes, SCP-3660 s'activera de lui-même, glissant régulièrement le long de la peau du sujet et le dézippant. Pendant ce processus, le sujet est instantanément, et là encore sans douleur, transformé en animal. Ce processus se déroule à l'intérieur, sous la peau, au fur et à mesure qu'elle se dézippe. Selon les lois fondamentales de la physique, une transformation aussi radicale et rapide nécessiterait d'énormes quantités d'énergie, et les chercheurs s'attendaient donc à trouver des niveaux de chaleur et de pression suffisamment élevés pour faire bouillir instantanément le sang du sujet. Cependant, les seuls relevés thermiques anormaux provenaient d'un léger sifflement de vapeur s'échappant de l'ouverture dans la peau au moment où elle se dézippe. La nouvelle ouverture de la peau est désormais bordée d'une rangée de dents métalliques de chaque côté, tandis que la peau elle-même semble s'être transformée, avec une texture et une matière légèrement différentes. Les chercheurs notent que la peau vide du sujet de test a un aspect et un toucher quelque peu inquiétants. Les échantillons prélevés en laboratoire révèlent que l'organe multicellulaire complexe à base de carbone a été d'une manière ou d'une autre transmuté en caoutchouc de silicone homogène. Plusieurs tests ont consisté à placer le personnel de classe D sur une balance, et les chercheurs ont été choqués de constater d'énormes et rapides fluctuations de poids selon l'animal en lequel le sujet était transformé. Transformé est le mot correct à utiliser ici.
L'animal qui émerge de l'ouverture dans la peau n'est pas une toute nouvelle forme de vie. Il est difficile d'établir une méthode de communication avec chaque créature qui émerge du processus de test. Puisque l'animal créé semble être en grande partie aléatoire, il peut souvent poser de véritables défis pour mettre en place une méthode de retour d'informations sur la façon dont le test s'est déroulé. Par exemple, 3 sujets ont été transmutés en différentes espèces de calmars, qui ont dû être rapidement transférés dans une chambre de test aquatique avant de se dessécher. Une fois à l'intérieur de ces chambres de test, bien que les calmars aient manifestement été très intelligents, il manquait des compétences motrices et des membres nécessaires pour pouvoir communiquer par une quelconque forme de langue des signes ou même indiquer des lettres sur un tableau. Les grands singes, cependant, se sont révélés beaucoup plus faciles à gérer, car ils peuvent rapidement adopter la langue des signes et même tenter de produire des sons de voyelles rudimentaires avec leur gorge. Ce qui ressort clairement de ces tests, c'est que l'animal qui émerge conserve les souvenirs de la personne qui l'a remplacé. Il a le même attachement envers ses proches, les mêmes peurs et les mêmes particularités. Ou du moins, c'est le cas tant que ces éléments n'entrent pas en conflit avec la nature biologique de l'animal. Un sujet de test, par exemple, avait toujours eu une grande affection pour les hamsters. Cependant, lorsque ce sujet de test est sorti du tas de peau en silicone sous la forme d'un épervier, sa relation avec eux était nettement différente, ce dont il s'est senti coupable pendant toute la durée des tests. Malgré tous ses efforts, cependant, l'épervier ne pouvait pas résister à son envie de se nourrir des hamsters chaque fois qu'il en avait l'occasion. Des tendances similaires peuvent être observées dans les comportements d'accouplement des animaux. Une enquête auprès des sujets de test a révélé qu'un pourcentage des espèces mâles a déclaré que résister aux pulsions de se nourrir et de se reproduire était l'aspect le plus difficile à contrôler dans leur nouvelle forme. Parmi tous les tests menés jusqu'à présent, seuls des amniotes, des céphalopodes et des chondrichtiens ont été observés en train d'émerger des sacs de peau vides des sujets de test. Les tests se poursuivent afin de déterminer s'il existe un schéma défini concernant les animaux qui émergent, bien qu'aucun schéma n'ait été observé jusqu'à présent. Un test particulièrement mémorable a vu une baleine bleue émerger du corps de l'un des membres du personnel de classe D, causant d'importants dégâts aux installations de test car la pièce n'avait pas été conçue pour accueillir une créature d'une telle taille. Depuis lors, les tests ont été temporairement suspendus, car la Fondation a découvert que l'un des chercheurs principaux sous-déclarait le niveau des tests effectués et transformait rapidement le Site 64 en ferme pédagogique de la Fondation pour animaux surdoués. Heureusement, la directrice de Louis Vuitton et son assistant personnel ont réussi à entrer en contact avec la Fondation SCP. Ou plutôt, la Fondation SCP a pris contact avec elle après qu'elle ait été vue en train de créer une énorme théorie du complot sur les réseaux sociaux à propos du fait que son ancien patron avait été transformé en serpent. L'anaconda a rapidement été localisé et transféré au Site 64. Plusieurs séances d'entretien avec le serpent ont révélé un animal assagi par son séjour en cage. Après quelques heures de négociations avec les chercheurs principaux, elle a pu conclure un accord selon lequel elle serait utilisée dans le cadre d'une campagne de promotion pour des associations caritatives luttant contre la maltraitance des animaux. Elle participerait aux journées de tournage et se produirait devant la caméra pour montrer les mauvais traitements subis par les animaux dans les centres d'expérimentation. Le grand public pense que les images sont générées par ordinateur et un studio d'effets spéciaux a été crédité dans les publicités. Pendant ce temps, la forêt amazonienne compte un nouvel occupant, un serpent colossal, gentil avec les humains et qui a une étrange addiction au café glacé. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-1550, les animaux de compagnie sur mesure du Dr Wondertainment.